Alors, c'est une histoire qui remonte à quand même, pas mal d'années et j'étais à Paris à l'époque. Donc je suis arrivé en manoir en 2017 et ça remonte à peut-être 2 ans avant, donc 2014-2015. Je me baladais là où j'habitais. J'ai habité 27 ans sur le Champ de Mars, Mmh. donc métro école militaire, entre la Tour Eiffel, les Invalides et le Champ de Mars. Mmh. Et là, j'étais parti rêvasser vers peut-être 10h, 11h du soir, je sais plus, sur le Champ de Mars, hein. C'est toujours relativement plein. Mmh. Alors ça devait être en septembre où il faisait pas extrêmement beau, le Champ de Mars n'était pas complet. Et je me balade et de temps en temps je regarde les nuages, il y avait des altocumulus, pas énormément, mais enfin c'était par moment. Ça faisait peut-être une demi-heure, 1 heure que j'étais sur le Champ de Mars. Je lève la tête et je vois des feux d'avion. Alors il faut savoir qu'il y a Orly, à Roissy, les aéroports, il y a aussi le Bourget. Donc les avions quand ils atterrissent, ils sont généralement quand même beaucoup plus bas. Et là je vois des feux d'avion très haut dans le ciel. Et là je me dis bon c'est bizarre pour un avion qui est en passe d'atterrir, je sais pas trop où, hein. Et puis bon je continue sans faire attention plus que ça. Et quelque temps après je revois les feux, un clignotement. Mais c'était pas à intervalles réguliers, vraiment pas. C'est-à-dire que ça n'avait pas déjà l'intervalle était beaucoup plus long et puis, le point n'avait pas forcément bougé. Alors je dis pas forcément bougé parce que, quand il y a des nuages qui bougent, eux, dans le ciel, avoir un point Mmh. fixe, on sait Oui. pas qui bouge par rapport à quoi. Si c'est le point qui bouge ou si c'est le nuage qui bouge par rapport au point qui est fixe. Très difficile à évaluer et au bout d'un certain temps, je me dis: «Je vais par curiosité pure, regarder la direction dans laquelle va l'avion et pour savoir est-ce qu'il va plutôt vers Orly, plutôt vers le Bourget. Je fais de plus en plus attention au point, puis au bout d'un certain temps, je m'arrête et je décide de fixer parce que le point ne clignote pas un intervalle qui est très régulier. Et là, je me dis bon là, on va le fixer. L'intervalle est quand même très long, trop long pour un avion. Bon, je trouve ça bizarre, mais bon, sans plus. Puis je m'aperçois que ça clignote, d'accord, à intervalle très long, mais surtout toujours au même endroit. Au bout d'un certain temps, peut-être plus d'un quart d'heure, quand c'est toujours au même endroit, je me suis dit l'avion, bah, il a dû mettre ses feux de détresse, les plaques attention aux zones de danger, il stationne pour réparer une roue avant d'atterrir ou un truc comme Mmh. ça. Mais stationner sur un nuage, c'est un peu mou. Bon, alors ma théorie ne valait pas, bien sûr. Un avion, il stationne pas dans l'air. Et là, je trouve ça bizarre. Ça pourrait être un hélicoptère, une montgolfière, tout ce qu'on veut. Quand même très haut, hein, peut-être à 2000 mètres, un truc comme ça. Bon, pourquoi pas. Et donc je continue à faire les 100 pas et puis régulièrement, je regarde si le point est toujours là et puis ça clignote de temps en temps. Et d'un seul coup, j'étais revenu plutôt vers la place de l'école militaire et je regarde à nouveau mes petites lueurs qui clignotent là. Et je vois un espèce de rayon vert plat qui vient pulser à plat, comme ça, dans les nuages qui sont en face. Donc ce sont des altocumulus. Et au moment où je vois ça, ça m'a vraiment surpris. Cette espèce de fulgurance verte là, tout, qui venait éclairer et se réverbérer sur les nuages. La réverbération en face reflète le dessous d'une soucoupe, mais gigantesque. Alors, il ne sortait de l'altocumulus que un arc de cercle. Donc le reste, facile à reconstituer en imaginant que c'est un cercle parfait. Le minimum que ça pouvait faire, je dirais, c'était le minimum, si jamais vraiment le truc était très bas, ça faisait entre 100 et 300 mètres. Imaginons que les altocumulus étaient à 2000 mètres. Là, le rayon est beaucoup plus gros, ça aurait peut-être fait plus d'un kilomètre largement. Donc j'étais très surpris, parce que là, c'est pas un avion de cette taille-là, puis surtout ça n'a pas de forme. Alors, on voyait comme un bord de soucoupe par-dessous, et il y avait une frange, la bordure
elle était comme des fenêtres éclairées normalement, séparées par des barreaux. C'est pas du lot, hein, des barreaux comme ça. Et puis, bon, je me suis arrêté, j'étais complètement estomaqué. Et j'ai re-regardé à nouveau ce truc-là. Et j'ai plus les secondes, hein. Enfin, c'était quand même assez long, peut-être tous les 30, 40 secondes, je sais pas. Le flash est revenu. À la fin, et à chaque fois, on voyait le bord de la soucoupe qui dépassait. J'appelle ça une soucoupe parce que ça aurait pu avoir une autre forme, mais je sais pas ce qu'il y avait derrière. Il y avait qu'un bord émergent du nuage. Et alors à la fin, je me suis mis dans le coin le plus noir possible. Donc je suis arrivé dans le petit parking qu'il y a juste à côté de l'école militaire, couvert avec les arbres. Donc là, je n'avais plus la lumière des réverbères orangés là. Et alors je me suis mis sur des voitures pour regarder vraiment au-dessus de moi parce que c'était presque à la verticale. Et à la fin, j'avais un peu le torticolis. Je me suis même allongé par terre au bout d'un certain temps en me disant, je vais être tranquille, là je vais vraiment voir. Et alors il y a des gens qui m'ont trouvé allongé par terre. Donc je me suis relevé quand même parce que j'avais l'air un peu bête. Et je leur ai dit, écoutez, regardez ce que c'est. J'ai arrêté une vingtaine de personnes au total et qui ont vu quelque chose, effectivement, comme moi. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Parce que ça ne bouge pas. Un point, parce que là, il me semble que c'était redevenu beaucoup plus bas que ce que j'avais vu tout à fait au départ. Et je leur ai dit, c'est un ovni. Ça ne bouge pas depuis je sais pas combien de temps. Ça faisait peut-être au total 1 heure que j'avais regardé le truc. Alors ce qui m'a surpris, c'est que aucune personne n'a été étonnée. Donc ils ont regardé, parce que là ils ne voyaient plus la soucoupe, ils voyaient simplement le clignotement. Et à chaque fois que la soucoupe s'est présentée, ils regardaient ailleurs. Après, ils regardaient le clignotement et ils voyaient le clignotement sur la soucoupe. Et ils ont été très étonnés parce que c'était toujours au même point, ça n'avançait pas. Et un avion, il avance toujours. Et après, ils sont partis, sans s'occuper du truc, prendre leur pot, leur pique-nique sur le champ de Mars. Donc je suis resté comme de rond de flanc, en me disant, mais ils s'en foutent. Alors effectivement, ils avaient l'air de s'en foutre plus ou moins. Plutôt plus que moi d'ailleurs, ça tombe bien. Et à côté de ça, il y a eu quelque chose de très surprenant, et je leur ai montré. Personne n'avait la solution, moi, pas plus que les autres. Il y avait 3 triangles et un carré orange. Donc c'était comme des taches sur les nuages, mais parfaitement dessinées. 3 triangles parfaitement identiques et un carré orange. Alors, orange un peu comme l'oranger des réverbères orange. Mais si c'était projeté par un rayon, un laser par exemple, le moindre rayon laser, on le voit souvent d'ailleurs, le gyrophare de la Tour Eiffel, là, c'est une espèce de laser à l'horizontale, il balaye tout. Le ciel de Paris est tellement surchargé de particules, c'est un faisceau, et on le voit, il est parfaitement dessiné. Les bateaux-mouches, pendant longtemps, dessinaient aussi des rayons qui sortaient, donc on les voit. Peu importe la couleur du faisceau, du laser, le faisceau se remarque immédiatement. Là, il n'y avait que des taches, et qui ont même perduré une fois que les nuages étaient partis, jusqu'à se dissoudre enfin après, totalement. 3 grosses taches, mais colossales, hein, triangle, et une tache carrée orange. Donc c'était impossible que ce soit un faisceau. Donc j'ai pas d'explication à ça. Alors, elles ont duré bien plus longtemps que la soucoupe, parce que quand les nuages ont fini par se déliter complètement, le point clignotant a disparu et le bord de soucoupe n'apparaissait plus, c'était fini. Alors il y en a qui ont vu un petit quelque chose, parce que c'était assez inégal, d'accord. C'était en partie caché de là où ils étaient par les arbres, parce que moi je m'étais mis à l'endroit où je voyais parfaitement. Donc c'est peut-être aussi pour ça, en reconstituant l'événement, que ils ont trouvé ça très insolite que le point ne bouge absolument pas, et pendant longtemps, hein, parce qu'ils l'ont vu. Mais peut-être pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas peut-être bien vu, je sais pas. Parce qu'après, ils avaient l'air d'être pressés d'aller rejoindre leur... Bon, je peux comprendre, ils étaient là pour s'amuser. Et puis ils ont dû se dire, c'est quoi cet allumé sur le parking? Ce qui était étrange, c'est qu'il y a quand même le bord d'un vaisseau gigantesque qui dépasse. Normalement, quand même, vu que c'est un endroit où il y a énormément de monde, beaucoup de gens devraient le voir. Alors, tous les ufologues diront que l'OVNI choisi, c'était moi. Oui. Alors, est-ce que c'est ce qui m'est arrivé? Et pourquoi moi? Et il se trouve que j'écrivais un livre sur le sujet, à l'époque. C'est peut-être pour me prouver qu'il y avait de quoi écrire, enfin que j'avais raison de je sais pas quoi. Tout à fait. Je sais pas. En revanche, ils ont vu, ça c'est clair, ils ont vu les points, et ils ne comprenaient pas
pourquoi ça n'avançait pas. Et ça, et c'est pour ça ils m'ont demandé: «Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?» Je leur ai dit: «Ben, c'est un ovni». Ouais, peut-être, ou j'ai eu des réflexions de ce genre-là. Donc ils n'ont pas spécialement douté. Alors après, j'ai fait un témoignage au GEPAN et ils ont appelé, enfin ils ont fait l'enquête, hein, et ce soir-là, dans le ciel de Paris, il y avait ni montgolfière, ni quoi que ce soit, ni drone, ni rien du tout. Rien de militaire. Pourtant, c'était juste à côté de, enfin au-dessus de l'école militaire, on va dire. De Voilà. toute façon, ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc comme ça, c'est réglé. Ça ressemble pas à une Alors en plus, oui, montgolfière, mais ça enfin ressemble pas. après, Voilà. le GEPAN, ils sont pas très forts sur la question, hein. Ils Ouais. sont assez endormis quand ils arrivent déjà à la base, et ils ont toujours l'art de faire passer, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors là, ça aurait pu être une lanterne chinoise, Ouais. version je sais pas quoi. Ils auraient trouvé, comment ça s'appelle, toujours un monument pour nous faire avaler le truc, hein. Là, on avait rendez-vous dans ce petit café à Tréorantuc et que tu vois derrière moi, et on va aller réaliser ces petits témoignages. Vous allez voir, c'est furtif, ça va vite, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours beaucoup de plaisir à écouter ces témoins, surtout que là, je viens de discuter avec ce témoin et il est très crédible et très ouvert d'esprit et assez conscient de tout un tas de sujets. Donc vous allez voir, je vous amène avec moi. Le 4 août 2015, je crois, effectivement, là, c'est un peu stupéfiant puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on a 6 sphères orangées qui sont en statique, pas tout à fait au-dessus de Plélan, hein. Elles étaient un peu plus à l'est, on va dire, de Plélan, mais elles étaient visibles. Elles donnaient un peu l'idée qu'elle n'était pas très loin, en fait. Et rejoint par une 7e qui arrive à fond et qui rejoint tout le monde, et après tout le monde part gentiment vers le nord. Donc il y a une intelligence. Disons qu'on va dire que oui, on peut pressentir qu'il y a quelque chose de... Oui. Ouais. Donc tu m'as envoyé une photo, hein, donc quelqu'un a pris une photo à Plélan. Oui, c'était les anciens propriétaires du café Le Perroquet à l'époque, à Plélan-le-Grand, qui eux étaient effectivement, de leur fenêtre, avaient été très bien placés pour pouvoir faire la photo. Mais il y a le pizzaiolo aussi qui était dans la même rue avec son fils, je crois, avait aussi fait quelques images, mais j'ai pas récupéré les images. Mais effectivement, il y a eu pas mal de gens qui ont vu cette partie-là. Et toi, ce que tu as vu, donc, c'est la même chose, mais c'était pas C'était pas même période. C'était pas le même jour. C'était à Beauvais, les fameuses trois sphères orangées. Effectivement. Alors Beauvais, pas voilà. Exactement, à Pimpon, en forêt de Brocéliande, en face le camp de Coëtquidan, en fait. Donc on peut se dire aussi que ça peut être aussi peut-être des choses militaires qu'on ne connaît pas, et c'est tout à fait possible. Cela dit, c'est vrai que c'est toujours un peu troublant, quoi, de dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'est possible parce que, au-delà de la base militaire qui est à côté, c'est quand même des phénomènes qui existent partout dans le monde quand même, malgré tout. Qui ne sont pas nécessairement toujours à côté de bases militaires. Oui, il y a énormément aujourd'hui, il y a énormément d'archives avec ce genre de phénomènes, qu'elles soient orangées ou qu'elles soient blanches. Tu as vécu d'autres petites expériences aussi? Oui, mais c'est pas forcément... Alors si, une fois sur le camp de Coëtquidan, mais là du coup j'étais sur un point haut pour observer les oiseaux, et en fait j'aperçois un point blanc en pensant que c'est un petit avion qui vole au-dessus du camp, et en fait
En fait, je vois à la jumelle, parce que j'avais mes jumelles forcément en ornitho. Là, je vois un point blanc qui en fait semble légèrement monter un peu dans le ciel, avancer vers l'ouest et disparaître. Voilà. Donc là, je me suis dit, là, il y a un problème. Un satellite? C'est pas un avion. Le satellite ne pouvait pas. C'était vraiment très bas. C'était au niveau Du sol. Ah, c'est ça, comme si ça partait du sol. Bon. Et ce qui est assez troublant, c'est que si tu veux, 1 minute, 2 minutes après, maximum, hein, pas plus de 2 minutes après, il y a une deuxième sphère blanche comme ça qui monte, et là qui devient une nuée avec quelque chose qui me paraissait assez grand, hein, puisque j'étais quand même à quelques kilomètres, enfin ouais, j'étais bien à 2-3 kilomètres facile. Ouais, 3 kilomètres peut-être à la jumelle. Et en fait, avec un objet qui apparaissait dans cette nuée qui était, on va dire, gris métallique, gris métallisé. La forme était un peu difficile à dire, puisqu'en fait, on n'est pas sur un cercle, on n'est pas sur... Je voyais juste un bord d'attaque, comme si le soleil prenait la lumière, en fait. L'objet prenait la lumière avec le soleil. D'accord. Mais je voyais pas l'autre côté, si tu veux. Donc, je peux pas déterminer exactement comment était fait. En tout cas, c'était un arrondi. En fait, ça faisait une ligne, un angle courbe et une autre ligne droite. C'est tout ce que j'ai vu, et qui était après qui devenait diffus. Ça, tu le voyais vraiment à la jumelle. Ouais. Et ensuite, après, tout ça est redevenu très blanc, en fait, une nuée blanche, et hop, repoint blanc qui monte gentiment comme l'autre et qui disparaît pareil. Oui. On n'est définitivement pas dans un satellite. C'était pas possible du Oui, tout. oui. Puis on est en pleine journée, tu vois pas les satellites en pleine journée. Et puis là, on était vraiment si tu veux, au niveau de l'horizon, quoi, si tu veux. On n'était pas à regarder dans le ciel. C'était au-dessus du massif, quoi. Oui, intéressant. Alors, cela dit, ça peut être aussi, là encore une fois, hein, quelque chose d'ordre holographique, militaire, je sais pas. Je ne sais pas du tout. C'était troublant, ça aussi. Oui. Voilà. Oui. Tu as encore vécu une autre expérience, notamment, tu sais, le point blanc comme ça, qui fait un arc de cercle, à plusieurs reprises. Ça, c'était l'an dernier, donc 2025, où là, en fait, j'ai pas compris du tout non plus. Il y a un point blanc qui apparaît dans le ciel, au-dessus de la frondaison des arbres, et qui se met à dessiner une virgule. Donc, ça fait comme une petite traînée de lumière, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu visuellement. Ouais. Et arrivé, on va dire que si on faisait un cercle, en fait, ça à la moitié, j'avais que la moitié basse du cercle, où là, c'était ça, le point apparaissait, la lumière, j'avais une traînée, en fait, blanche, et arrivé à l'autre côté, on va dire, si tu faisais le diamètre, c'était ça, à l'autre côté, hop, ça disparaissait, et ça a fait ça pendant 4-5 fois. Et j'ai pas Ce phénomène a duré combien de temps? Ça a été assez rapide, hein, ça a duré l'ordre de... Le temps, la virgule se passait très très vite. Donc ça part comme ça fait une virgule, ça s'arrête, et ça repart. C'est un point qui apparaît, puis il y a une traînée lumineuse, ou une traînée claire, en tous les cas, blanche, en tous les cas, et hop, ça disparaît, et puis ça fonctionne 4 fois, comme si c'était un objet qui tournait, mais que je ne voyais pas l'ensemble de l'objet. Oui, tu voyais pas le haut, en fait. Exactement. Que le bas. Je voyais que le bas. Enfin, ce que je pourrais considérer que c'est dans ma logique, mais là, voilà. C'était où exactement, ça? Pareil, Beauvais, au-dessus du Châtenay, exactement. Ouais. Côté de la station de logique. Ouais. Mais là, c'est pareil. Alors là, je sais absolument pas du tout. J'ai juste été intrigué. C'est tellement soudain que t'as même pas le temps de prendre de vidéo. Bah, ça t'arrive quand tu penses pas, et puis tu comprends pas, et voilà. Donc, puis on n'est pas toujours là en mode vidéo, prêt à dégainer, non, surtout face à ça. Et je suis pas équipé avec un téléphone un peu c'est quoi, c'est un Alcatel, ça? Comment ça s'appelle? Le J-Com. Je t'avais envoyé un message audio, mais tu m'avais répondu, j'ai un truc préhistorique. C'est pas possible. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Toi, tu reçois pas des SMS, tu reçois des silex. Exactement. Allez, Brocéliande, ouais. Si, je peux quand même juste aussi parler de l'observation d'un ami aussi, pareil. Ça, c'était un 28 août, il y a quelques années, au matin, de bonne heure. En fait, lui, en fait, il voit une sphère, pareil, un peu gris métallisée, qui en fait va disparaître aussi en nuée.
voilà, ça, elle est au-dessus, en lévitation, au-dessus du, on va dire à peu près du champ de tir de Saint-Jean, et hop, elle disparaît. Ça, tu l'as pas vu, hein? C'est pas moi qui l'ai vu, Ouais. ça c'est un ami, mais en fait, lui c'est pareil. Je suis sûr de lui. En fait, Oui, c'est pas il rigolo. m'a pas raconté des bêtises Ouais. ce coup-là. Je suis actuellement à PSL pour le flocage de la voiture. Eh oui, avant on avait la loup-garou mobile. Maintenant on aura l'ovni mobile. Alors, je vais expliquer 2-3 trucs quand même parce qu'il y a des personnes qui croient me connaître qui finalement ne me connaissent pas du tout. L'ufologie est mon premier raisonnement sur le plan existentiel. Mon père était ufologue. Donc automatiquement les chiens font pas des chats, j'ai grandi là-dedans. J'ai évolué, j'ai connu beaucoup de choses, Jimmy Dieu, Jean-Pierre Petit, Jacques Vallée, bien d'autres, beaucoup d'histoires, beaucoup d'informations sur toutes ces choses-là à travers mon papa. D'ailleurs, je le rappelle, cette chaîne existe pour honorer la mémoire de mon père. Il y a une vingtaine d'années, au moment où on parle, j'ai découvert en cryptozoologie l'existence du loup-garou. Ah et oui, et donc on ne parle pas de lycanthrope, on parle bien d'un animal. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces thèmes-là. J'étais entré en franc-maçonnerie, et je n'y suis pas resté, j'en suis sorti au bout de presque 4 ans parce que ça ne s'imbriquait pas avec ma foi en Jésus-Christ, en le christianisme. Bon, j'ai toujours été un chrétien relativement marginal, relativement dissident, hein, aujourd'hui plus que jamais, mais chrétien quand même. Donc je n'ai jamais changé de religion. J'ai toujours, avant j'étais plutôt agnostique, et puis à partir de 2012, je suis devenu chrétien. D'abord donc par les mouvements protestants, ensuite plutôt catholique, de façon très divergente. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas refaire toute ma biographie ici, mais je vous l'étale un petit peu, c'est parce qu'il y a des gens qui me font des chronologies, qui m'inventent des vies, et qui disent n'importe quoi. Ils disent tu es passé de loup-garou, après au christianisme, après à l'ufologie. Non, non. La bonne chronologie, c'est celle que je vous indique actuellement. Plus précisément, neurothéologie. D'abord, je suis passé à la théologie traditionnelle protestante et catholique en études, et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une approche beaucoup plus cohérente des textes à travers la neurothéologie. Donc, ça imbrique la théologie, la neuroscience, la parapsychologie, la physique quantique. Voilà. Donc, c'est tout un programme. Et il se trouve que l'ufologie n'est pas un adversaire à la théologie, bien au contraire, c'est une véritable valeur ajoutée. J'en parle dans mon livre Ufologie, disponible sur Amazon, les liens sont dans la description. Voilà, donc vous avez toute la chronologie. Je ne suis pas passé du loup-garou à l'ufologie, pas du tout. Ça fait partie de mes centres d'intérêt, de mes études. C'est juste qu'on travaille très activement, et la publicité qu'on peut réaliser à travers une voiture floquée, eh bien, ça permet de véritablement faire connaître OVNI France. Bah oui, je ne suis pas invité dans les grands médias de masse, alors on se débrouille comme on peut. Et ça, c'est grâce à mes contributeurs, et je vous en remercie beaucoup. Allez, on y va. Je vais te montrer quelques images de l'évolution de l'OVNI mobile.